Sans transition, je propose qu'on commence par un petit tour de table, que vous vous présentiez chacun, chacune, qui vous êtes, qui vous représentez. Bonjour, moi je suis Marion Claret, je suis la directrice du studio d'animation 2D qui s'appelle Oulala, qui est situé à Valence au sein de la cartoucherie. Et je suis aussi parallèlement la présidente de l'association La Cartouche Verte, qui est une association nationale qui a pour but de centraliser les bonnes pratiques en animation. Merci. Moi, je suis Maxime Rodriguez-Grosjean. Je représente l'université Paul Valéry, plus précisément le Master 2 métier de la production. Donc voilà, j'interviendrai surtout pour représenter les étudiants. Merci. Bonjour, je suis Pierre de Québissol, Peyo, on me connaît sous ce nom-là. Je suis fondateur et dirigeant du studio Supamonks, qui est engagé depuis, qui est le premier studio à avoir adhéré à EcoProd en 2013, je crois, et qui a placé les enjeux d'éco-responsabilité au sein de son évolution et de sa croissance depuis de nombreuses années. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup de studios commencent à s'intéresser à tout ça en vue des aides du CNC, mais du côté de Supamonks, où vous étiez très très en amont, ça a été quoi le déclic ? Ça a été des, je te le disais tout à l'heure, ça a été d'abord des, on offre, c'est une connerie, hein, mais on offrait le petit déjeuner à nos graphistes. On allait acheter au Cora d'en face. Cora, c'est un supermarché qu'on connaît si on habite en banlieue. C'est une sorte de Auchan plus cheap, encore plus cheap. Et ils vendaient les croissants et les chocolatines, les pains au chocolat, dans des trucs en plastique, quoi, Et donc pendant des années, on a fait ça et tout le monde était hyper content. Jusqu'au jour où quelqu'un nous a dit, mais en fait, vous offrez le petit déjeuner, mais c'est dégueulasse. Pourquoi vous l'offrez dans des... Il faut aller l'acheter chez le boulanger, dans des... Et nous, vieux, patriarcaux, dégueulasses, vieux cons, on s'est dit, mais déjà, on t'offre le petit déjeuner. Et non, il fallait aller plus loin. C'est-à-dire qu'il fallait... Et du coup, on a adhéré à une association où tous les lundis matins, ils venaient nous mettre, on avait nos bacs en bois, ils venaient mettre des graines dedans, etc., etc. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on bouge, parce que nous, on a des réflexes, on trouve ça super d'offrir des... Mais on ne réfléchit pas, en fait, au plastique et tout ça. Et ça a été un premier pas, en fait, de prise de conscience des dirigeants, en fait. Et après ça, on a aussi rencontré Carnot qui fait des fermes de rendu, en fait, ils nous ont installé des chauffages dans les locaux et dans les chauffages, il y avait des fermes de rendu pour rendre les images. Et donc, naturellement, petit à petit, donc on allait vers le CNC, on a eu des aides pour ça. Ils nous ont dit, vous connaissez EcoProd? On a dit non, on va vers EcoProd, etc. Voilà, c'est des rencontres. Et aussi, bien sûr, c'est parce que la population des graphistes change en rajeunissant, et ils sont de plus en plus attachés à aux bonnes pratiques éco-responsables, à avoir des racks à vélo pour quand ils viennent à vélo, etc., etc. Après, je vous parle de ça, c'était il y a peut-être un an. Depuis, ces exigences ont un peu baissé et on entend un peu moins de graphistes qui nous disent non, je ne viens pas bosser chez toi s'il n'y a pas des graines ou des racks à vélo, puisque tout le monde cherche du boulot. Voilà. Il faut aussi voir l'engagement éco-responsable versus il y a du boulot ou il n'y en a pas. Et du coup, je me tourne vers Maxime, puisque là, on parlait des nouvelles générations, des élèves et des gens qui sortent d'école. C'est quoi un peu ta perception de tout ça dans la promo? Est-ce qu'il y a une envie? Par quoi elle est motivée? Est-ce que c'est plus de la volonté écologique? Est-ce que c'est aussi un calcul au niveau emploi pour se former sur ces sujets? C'est très justement dit. En fait, le secteur audiovisuel, principalement en documentaire, en fiction de création, c'est un secteur qui est très bouché, qui est très précaire, principalement en sortie d'études. Et du coup, je pense que c'est une balance pour les étudiants entre les envies qu'ils ont écologiques, mais pas que sur les sujets de l'écologie d'ailleurs, mais là dans le cas de l'écologie, et la réalité du marché de l'emploi qui fait que, sans doute qu'à 2 boîtes de prod équivalentes, on va préférer aller vers une solution qui est plus éco-responsable. Mais il faut avoir déjà le choix en amont. Et je pense que c'est compliqué et que c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Il y a également les lisibilités des structures. On peut afficher qu'on ait une structure qui respecte l'écoproduction. Qu'est-ce qu'on affiche de façon publique et qu'est-ce qui est la réalité sur le terrain
Voilà, c'est aussi des choses qui sont variantes, je dirais. Et du côté de la cartouche verte, même question que pour Supamonks. Comment s'est fait le déclic? Est-ce que c'était une anticipation des mesures du CNC? Est-ce que c'était quelque chose en amont de ça? Comment ça s'est déclenché? Pardon. Alors, comment ça s'est déclenché? Ça s'est déclenché. En fait, la cartoucherie, historiquement, c'était un studio, un gros studio. Et à un moment, donc il y a 5-6 ans, on est 3 studios à s'être implantés et à s'être créés. Donc Andarta, les astronautes et Oulala. Et on a cherché un moyen de se rassembler. Et qu'est-ce qui nous rassemblait? C'était quoi nos thématiques communes? C'était l'écologie. Donc ça a été plus comme ça qu'on est entré dedans. Et après, on a cherché à la base, en créant l'association, à se regrouper pour commencer à... en fait, on ne trouvait pas de chiffres, on ne trouvait pas de data sur ce qu'on consommait en tant qu'industrie, l'animation. Et du coup, on s'est mis l'idée en tête de mesurer ce qu'on dépensait en électricité essentiellement. Et voilà, c'était ça le départ de la cartouche verte. Oui, parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, il n'y avait pas de calculateur carbone dans l'animation. C'est encore en avancée et pas encore validé par le CNC. Donc voilà, il y avait un peu tout qui restait à faire. Tout à fait. Je crois qu'il n'y en avait même pas pour le live. Et concrètement, quelles ont été les actions au-delà de la partie mesure de l'électricité? Parce que c'est quelque chose qui est peut-être un peu rentré dans les mœurs maintenant, surtout avec la hausse des prix qui a fait que les studios ont soudain été plus motivés à le faire. Mais vous êtes allé un peu au-delà de cet enjeu? Oui, tout à fait. En fait, on s'est... Alors, au départ, c'était une asso qui était ancrée localement. Et donc, on s'est ouvert à l'échelle nationale il y a 2 ans, il me semble, dans le but de mener des actions un peu plus impactantes. Et donc, on s'est mis en partenariat avec EcoProd pour travailler sur le guide de l'animation éco-responsable. Donc c'est un guide qui est sorti il y a 1 an et qui, je crois, a pas mal touché le secteur. Et parallèlement, nous, on s'inscrit vraiment dans des actions très locales. Donc par exemple, mettre en place un compost commun. Donc il y a pour ceux qui ne connaissent pas la cartoucherie, c'est une quinzaine de structures. Donc il y a une école, il y a une dizaine de studios, 2D, 3D. Il y a des associations, enfin c'est assez riche. Et donc la cartouche verte a pour but de centraliser aussi toutes ces structures. Donc du compost sur le site. Par exemple, on s'est mis en lien avec l'Aglo pour mettre en place une borne de vélo partagée sur le site, puisqu'il n'y en avait pas. On a fait aussi un partenariat avec une ressourcerie qui se charge de récupérer et revaloriser les déchets numériques, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, c'est les vieilles machines utilisées en prod qui sont ensuite redistribuées à des particuliers, j'ai envie de dire, ou aussi à des pros? Ça dépend. En fait, ça dépend des types de ressourceries. Nous, la ressourcerie avec laquelle on travaille, c'est une ressourcerie qui emploie des personnes qui sont en réinsertion professionnelle. Et qui vont dépioter les ordinateurs. Bon, évidemment, selon comment on a flagué les ordinateurs, les cartes sont percées pour éviter fuite de données. Mais ça peut être réemployé et remettre à jour des machines pour les distribuer dans des écoles, par exemple, ou revendre effectivement des machines. Et c'est pas que pour les studios, c'est aussi à destination de n'importe quelle personne qui travaille dans la cartoucherie. Donc par exemple, moi, mon téléphone portable, si je veux changer de téléphone portable, je peux amener mon ancien téléphone portable aussi. Du côté de Supamonks, vous avez mis aussi en place plusieurs actions, en partie sur la partie informatique, mais aussi au-delà. Je pense notamment au niveau des transports, au niveau de l'alimentation, si je ne dis pas de bêtises.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors déjà, nous aussi, on a ce principe de recyclerie, on va dire. Nous, en fait, c'est plutôt les ordinateurs qui sont en prod, qui font de l'image 3D, une fois qu'ils sont un peu vieillissants, qui partent en administratif, par exemple, pour faire de la compta, du Excel, du truc comme ça. Et ceux qui sont vraiment en fin de vie complètement, qui partent chez des brokers qui ont été bien identifiés et qui font les choses proprement. On achète très, très, très peu de matériel neuf. Quand on achète, il faut vraiment qu'il soit IPIT Gold, c'est-à-dire qu'il réponde à des critères voilà, IPIT, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais en fait, ils doivent remplir un cahier des charges assez important. Nous, on mesure aussi ce qu'on mange. On a commencé à mesurer ce qu'on mangeait. Alors, c'est au bon vouloir de chacun, parce que là, on est un peu limite quand même sur... voilà, on ne peut pas demander à quelqu'un, un employé... ça relève un peu de son moment de pause en plus, donc voilà. Les vélos, comme je disais, puis sur le transport, ouais, on a fait une étude avec à l'époque, il s'appelait Workflowers, et c'était sorti du confinement, savoir établir entre un graphiste, par exemple, qui vient au studio en voiture, un qui vient à moto, un qui vient à pied, un qui reste chez lui, mais du coup il a deux écrans allumés chez lui et deux écrans allumés au studio. Et lequel elle fait le plus de dépenses carbone, lequel est le plus crado, on va dire. Donc là on a sorti une présentation qu'on avait faite au Radiraf d'ailleurs, avec Workflowers. On a mis vraiment beaucoup de choses en place. Dès qu'on fait quelque chose, on se pose toujours la question. On a peint nos toits, on a peint le toit pour renvoyer la lumière aussi et baisser la chaleur des locaux. On a mis c'est des bêtises, hein, mais on a mis du double film sur les fenêtres pour baisser la chaleur. L'hiver, on ne chauffe pas parce qu'on a donc c'est les stations de calcul qui nous chauffent les locaux. Ouais, on a pas mal de choses de ce type-là. Sur tout ce qui est bâti et gestion de l'isolation, ce genre de choses, comment est-ce que tu as priorisé tout ça, le fait de peindre le toit plutôt que de faire autre chose, d'isoler? Est-ce que c'est une démarche, voilà, est-ce que c'est financier? Est-ce qu'il y a eu une question de priorisation de ce qui serait le plus efficace? Oui, ce qui serait plus efficace, c'est dans une enveloppe donnée. Et peindre un toit, ça coûte pas très cher. Alors tu peins avec une peinture dans laquelle il y a qu'on appelle ça des huîtres concassées en fait, de la nacre, voilà, qui renvoie les rayons de soleil. Alors je sais que nous, ça nous protège. Je ne sais pas si le fait de renvoyer, a priori c'est bien, mais je me dis toujours que si on renvoie des rayons de soleil ils sont pas absorbés, je sais pas. Normalement c'est pas mal. Et ça a le tampon Green Label. Donc plutôt voilà. J'oublie quelque chose, il a quand même fait quelque chose de très très important sur lequel on bâtit le studio depuis 2016-17, c'est l'hybridation. Donc c'est-à-dire l'hybridation, alors il y a plein d'hybridations différentes. Nous quand on dit hybridation, c'est au niveau du travail et du télétravail. Donc voilà, autorisé. Nous c'est complètement open bar le télétravail, c'est même un peu trop open bar parfois, à mon goût de vieux con. Mais c'est autoriser les graphistes à rester chez eux, à venir au studio, et du coup, un graphiste, le résultat de l'étude, c'était qu'un graphiste qui reste chez lui, il coûte beaucoup moins cher, il a un bilan carbone bien meilleur, parce que du coup, en plus, on a des solutions qui permettent que les écrans sur place soient éteints. Ils sont blanchis à une clé USB qui recrée un écran artificiel. Donc voilà, et favoriser, grâce au télétravail, une forme d'éco-frugalité, on va dire. Voilà. Maxime, de ton côté, comment est-ce que ça se passe dans la promo? Est-ce qu'il y a des associations, de l'organisation au niveau des élèves, ou est-ce que ça se passe plutôt au niveau des cours en termes d'évocation de ces sujets? On a quelques modules en réalité qui abordent l'éco-production directement, qui sont des cours d'éco-production. On a des gens qui viennent et qui nous partagent du coup des problèmes concrets qu'ils ont eu, des solutions concrètes. Ça reste quand même assez marginal à l'échelle de l'intégralité de la formation.
C'est plutôt les différents acteurs, les professionnels qu'on a, les intervenants qui vont nous parler, ou on va les interroger sur ces sujets, sur bon là voilà, vous nous parlez de tel film, pour tel film vous avez envoyé une équipe entière dans tel pays, ok, c'est quoi les solutions qui ont été mises en place, est-ce que c'est des solutions auxquelles les gens ont pensé? Des fois pas du tout, des fois un petit peu, mais globalement les intervenants qu'on a ont peu de solutions pour le moment à nous apporter. Nous on demande des réponses et on a beaucoup des fois de questionnements, de choses, en fait les gens sont un petit peu au même point quoi, finalement, encore dans un entre-deux, à avoir des morceaux de solutions. Et on a quand même pas mal d'intervenants qui viennent du monde du cinéma et pour qui par exemple faire un bilan carbone, c'est arrivé avec les demandes du CNC par exemple, où les gens ont commencé à s'y intéresser parce que c'est devenu obligatoire. Et nous d'ailleurs on nous en parle parce que pour la plupart d'entre nous se destinent à l'assistanat de production dans des structures petites et moyennes. Et du coup c'est nous qui allons faire ces bilans carbone qui sont quand même éloignés des missions de production première. Oui, parce que concrètement, les débouchés de ton côté, c'est à la fois dans le live et dans l'animation. Ouais, on a quelques personnes qui sont intéressées par l'animation, bon plus le live quand même, instinctivement. Mais oui, on a 2-3 personnes, je crois, dans la promotion qui sont quand même... alors que moi, je ne connais pas du tout le domaine de l'animation, je suis vraiment live pur. Donc je pourrais pas dire, je sais que ça va devenir obligatoire en animation aussi en mars, ouais. C'est au 1er mars. Et concrètement, donc tu me dis qu'en termes de contenu, on est plus au stade de la sensibilisation que vraiment du cours très approfondi. Concrètement, est-ce que tu sais utiliser un carbon clap? Alors moi je l'ai déjà utilisé à titre personnel dans une structure de production que j'ai eue. En fait j'ai eu besoin de faire des bilans carbone prévisionnels pour des projets de films, mais on ne nous a absolument pas appris à utiliser ces outils-là. Et on nous a d'ailleurs assez peu donné de solutions techniques, même des solutions très bêtes de quelle caméra utiliser, qu'est-ce que ça consomme une caméra, quel est le meilleur type de caméra à utiliser. On a des sensibilisations basiques sur les poubelles, les éco-cups, le train c'est mieux que l'avion, bon ça qui sont des solutions un peu communes, mais c'est vrai qu'on a assez peu de sensibilisation réellement technique, voilà, sur quels sont les moyens techniques à utiliser, etc. Ça non, pas du tout, pas encore en tout cas. Ce qui peut paraître surprenant puisque comme tu te diriges vers le métier de la production, de fait, tu vas être amené à refaire ce que tu as déjà fait, faire des bilans carbone, et donc à essayer de prioriser les choses, savoir ce qu'il faut compter davantage, ce sur quoi il faut jouer. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi que en tout cas, je pense que pour les petites structures, les bilans carbone, ça a aussi un usage on va dire un peu informatif sur quels sont les postes réellement qui polluent. Ça permet aussi de se rendre compte, même sur un petit tournage avec un petit budget, d'arriver à voir voilà, quels sont les postes qui représentent vraiment le plus gros, là où on peut faire les efforts, qui ne sont pas toujours, je pense, ceux auxquels on pense instinctivement. Mais oui, pour le moment, ça reste quand même assez pauvre, on va dire. C'est plus une sensibilisation très globale, et très globalisante d'ailleurs. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on ne savait pas trop ce que c'était. Enfin, moi je savais, mais je veux dire, la plupart de la promotion ne savait pas forcément ce que c'était même un bilan carbone. Avant d'arriver là, c'est aussi des outils qui sont nouveaux dans le domaine de la production. Et bon, là, je parle même pas d'intervenants qui sont des fois plus vieux pour qui c'est des choses encore plus... Qu'est-ce que le CNC nous met encore dans les pattes, qu'on va pouvoir refiler à l'alternant, qui sont d'autres problématiques. Et du côté, peut-être la cartouche VET par exemple, est-ce que vous avez des actions auprès des écoles pour faire passer des infos et donner des clés aux futurs élèves, que ce soit côté prod ou autre? Très bonne idée. Pas spécialement. Est-ce que les écoles sont demandeuses? Pas spécialement. Je pense que les écoles, en ce moment, les écoles d'anime, en ce moment, ont d'autres sujets. Après, non, écoute, j'ai été contactée par une école une fois, mais ça n'a pas donné suite. Je pense que mais c'est ce que tu dis en fait. Je pense que c'est trop nouveau entre guillemets, hein, mais comme sujet. Et je pense qu'il y a un truc aussi que pour nous, c'est pas encore obligatoire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je pense que ça va, j'espère en tout cas, mais que ça va changer les choses à partir de mars en fait, là où effectivement l'éco-conditionnalité deviendra pour l'animation et le jeu vidéo un prérequis aussi. Oui, c'est vrai qu'on constate aussi, alors moi je fais souvent des jurys d'école en animation effets visuels,
Et c'est vrai que ces sujets-là ne sont pas vraiment abordés. Là où, on le verra tout à l'heure, petit spoiler, du côté de la FEMIS notamment, il y a des actions qui sont mises en place de faire un bilan carbone sur des projets de fin d'études. Et j'ai l'impression que l'animation est assez en retard à ce niveau-là. Oui. Je crois qu'on n'est pas beaucoup mieux que nos dirigeants, contrairement, enfin nos dirigeants politiques, hein, et que l'écologie est une variable d'ajustement toujours pour nous. Mais comme tu le disais, quand tu cherches un taf, s'il n'y a que dans une boîte où l'écologie ils s'en foutent, tu y vas quand même parce que tu as besoin de taffer. Nous, si Coca-Cola nous propose de faire une pub, on sait qu'ils assèchent des lacs au Mexique, mais on ne va pas leur dire non. Et voilà, donc je pense qu'on ne peut pas faire semblant d'être irréprochable, parce qu'on ne l'est pas du tout. Et tout comme on le voit dans les gouvernements français, en tout cas américains, ceux que moi je vois en tout cas à la télé, c'est une variable d'ajustement, c'est bon, on fera de notre mieux pour. Dans les boîtes, c'est pareil. Et je pense que pour chacun d'entre nous, c'est un peu pareil, malheureusement. Oui, puis c'est vrai que le contexte actuel n'aide pas forcément. Côté animation, c'est un petit peu la crise en ce moment. Et on l'a constaté au Radiraf, notamment à Angoulême, qui est un événement qui réunit un peu le milieu de l'animation, où les conférences sur les chiffres de l'emploi, les chiffres du milieu ont beaucoup plus intéressé que les conférences sur les coproductions. Malheureusement, voilà, c'est des priorités. Est-ce que tu peux nous parler un peu des actions que tu mènes au sein du MIA ? Alors, le MIA, déjà, c'est Montpellier Images Animées. C'est une association qui regroupe 6 studios de taille petite ou moyenne à Montpellier. Et l'idée, c'est quand même de se dire qu'ensemble, on est plus fort sur plein de sujets. Hein. C'est faire entendre notre voix, sur partager des ressources humaines. Et pour ce qui relève de l'éco-responsabilité, c'est aussi, par exemple, réfléchir ensemble à mutualiser des fermes de rendu, réfléchir ensemble aussi à participer le nom me sort de la tête, Valérie. Mais si, bien sûr, on était ensemble la semaine dernière. L'appel à projet. Voilà, exactement, sur le pôle territorial. Et répondre ensemble et monter ensemble sur ces problématiques-là. Réfléchir à peut-être se retrouver dans un lieu commun que pour l'instant est appelé le lieu totem, ou en tout cas un lieu où peut-être qu'il serait optimisé justement en réfléchissant au fait qu'on dégage beaucoup de chaleur. Alors peut-être qu'il y aurait ça, même dans son architecture, on pourrait réfléchir à des choses comme ça. Et donc le MIA porte ces questions, soutenues et encouragées par la métropole, pour justement qu'on arrive un peu en faisant converger plusieurs visions, plusieurs idées, des envies communes, notamment sur le plan de l'éco-responsabilité, on sera plus fort que chacun de notre côté. Voilà. Si, quand on parlait du cycle de vie d'une machine, on peut l'imaginer dans le cadre de la société, de notre société, c'est-à-dire une machine qui est super pour un graphiste, qui vieillit, qui devient bien pour un admin, qui vieillit, qui va être broqué. Mais si on est plusieurs sociétés et on se dit, tiens, regarde, j'ai telle machine, il y en a peut-être un qui va lever le doigt en disant, ta machine, t'en veux plus, mais moi, elle me serait utile pour telle ou telle solution, pour telle ou telle idée. Et après, en discutant, on réfléchit aussi, on apprend par exemple que nous, en discutant avec d'autres entreprises du MIA, on s'est rendu compte que la sauvegarde dans le cloud ou sur disque dur, c'était pas forcément les meilleures choses qui soient. On pouvait aussi sauvegarder sur bande. On a découvert aussi qu'il existait, et depuis à Paris, depuis 2017, je crois, un lieu de sauvegarde de données immergées et 100% éco-responsable, on va dire, où nous, on sauvegarde toutes nos données, et qui est un abri atomique en plus, au cas où. Ça partirait vraiment en sucette, et voilà. On aurait toujours des dessins animés. Du côté de la cartouche verte, est-ce que tu aurais des conseils pour des associations un peu plus jeunes sur ces sujets, peut-être en termes de priorités, de thématiques à aborder ? Des assos qui ont les mêmes... Par exemple, le MIA qui a des projets sur ces thématiques,
mais qui sont moins avancés que les vôtres. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous avez faites et qui finalement n'étaient pas si prioritaires que ça avec le recul? Moi, ce que je pense, c'est que, et en fait, on s'est déjà dit, on a beaucoup échangé avec Bocage aussi, qui est une association qui défend les mêmes valeurs, en gros, mais côté Angoulême. Et en fait, ce sur quoi on s'était mis assez vite d'accord, parce qu'on s'était rendu compte, c'était qu'en fait, on avait des acteurs différents, on est dans des milieux différents qui sont gérés par des personnes différentes. Un truc qui reste, c'est que ce qu'on peut partager, et ça, on le fait avec plaisir, c'est comment on a fait en fait pour un truc très précis. Par exemple, comment on a fait pour, je sais pas, je prends par exemple la borne vélo. Bon ben, comment on a fait pour pas par pas, enfin pas à pas on dit, pour mettre en place ça et arriver à ce dispositif qu'on offre à la cartoucherie en gros, enfin qui peut offert d'ailleurs, mais et c'est bah voilà, faut aller, qui est-ce qui le gère, faut aller taper sur l'agglo, enfin à l'agglo ou à je sais pas qui gère le lieu, enfin des trucs vraiment très techniques, parce qu'en fait, enfin je sais pas comment vous centralisez, mais nous, sur la cartouche verte, on est, en fait, notre bureau, on n'est que des dirigeants de structure, et du coup, on fait ça bénévolement sur notre temps à nous. Et c'est vrai que c'est compliqué, et la moindre démarche administrative, le moindre petit truc, si on a quelqu'un qui peut nous dire, genre, attends, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, ça peut être chouette. Donc, je pense que c'est vraiment une question de... En fait, moi, ce dont je me rends compte, c'est que, puis à force de table ronde, à force de trucs, c'est que tout le monde fait des trucs, tout le monde fait des petites choses, ou des grandes choses, ou quoi. Et ce qu'il faut, c'est se centraliser, faire remonter, en fait, et se parler, du coup. Bon, c'est la base, mais voilà, se parler, je dirais. Du coup, est-ce que tu as eu des remontées qui ont été faites auprès peut-être d'autres entités, type EcoProd, ce genre de choses? Des remontées à quelle... Pardon, je comprends pas la question. Est-ce que vous avez essayé d'aller au-delà de l'association, de faire des remontées d'expérience auprès d'entités un peu plus spécialisées? Pas spécialement, je t'avoue. Ouais, bah ça a été... Bah en fait, ça a été coporté en fait, par la cartouche verte. Ah oui. Ah mais tu parlais au terme associatif, toi, ou... Oui, voilà. Ouais. Bah, je te dis, on parle avec Bocage, par exemple, on parle souvent, on échange souvent. Après, ça dépend. Enfin, mais c'est exactement ce qu'on disait sur, bah, en fait, entre l'écologie et juste avoir un boulot. Bah, des fois, là, il y a des fois où on a du temps, et il y a des fois où on n'a pas de temps. Mais ça prend plus cette forme-là, des formes d'échange un peu plus informelles à Annecy, ou des moments où on se rencontre tous. Voilà. On parlait un peu de bâti tout à l'heure, et je sais que vous avez eu des initiatives au niveau local. Vous aviez des plans sur la partie isolation, ce genre de choses. Est-ce que ça a avancé ou est-ce que ça en est? Alors, je précise que la cartoucherie est gérée par l'Aglo chez nous. Ouais. Et du coup, tout prend très longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'ils ont mis 2 ans à changer une ampoule. C'est pas une blague. Donc, disons qu'on a mis longtemps à ce que l'Aglo prenne en considération l'importance de cette question-là et des questions portées par la cartouche verte. Donc ça, on est très content parce que maintenant, ils nous soutiennent. Mais sur la rénovation du bâti, eh ben, ça porte ses fruits petit à petit. C'est très long, mais bon, on a un gros truc. On a une chaudière à bois à la cartoucherie. Enfin, on a 2 chaudières à bois, techniquement, qui sont très défaillantes. Ils ont mené, du coup, l'Aglo a mené avec coup de forcing de la cartouche verte, a mené un audit énergétique du bâtiment. Et c'est en train de porter ses fruits. C'est long, mais c'est en train de porter ses fruits.
Après, l'isolation en elle-même, je pense qu'on est encore là dans 10 ans. Oui, parce que c'est un bâtiment classé Monument de France. Voilà. D'accord, donc iconique 2034. Ouais. Je voudrais qu'on parle un peu des freins au déploiement de tout ça. Peut-être que Maxime, tu peux nous en parler du côté production. Quand on avait échangé en amont de la table ronde, tu me disais qu'un des freins, c'était que le côté production, ça faisait une tâche en plus. Ce qui fait que certains ne sont pas forcément très motivés à mettre le temps et l'énergie pour tout ça. Oui, ça a été mon cas. Moi, le premier, évidemment, au début, c'est un petit peu toujours pareil. C'est qui a la contrainte à un instant T, qui est aussi, alors je ne sais pas si c'est un frein, mais en tout cas, c'est une charge de travail ou un poste de dépenses supplémentaires qu'il faut maintenant prendre en compte. C'est le cas, par exemple, des bilans carbone, mais c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les assistants de prod qui font ce boulot, qui remontent les infos sur les tournages? Est-ce que c'est quelqu'un, idéalement c'est quelqu'un qui est dédié, mais toutes les économies ne le permettent pas? Est-ce que c'est une charge qui retombe sur le premier assistant? C'est bof. C'est une charge qui tombe sur la régie? C'est bof, il y a déjà beaucoup de travail. Donc voilà, c'est aussi tout un équilibre à trouver là-dessus. Et c'est évident que même si tout le monde est d'accord et part dans la même direction, c'est des freins, forcément. À un moment donné, sur des postes où les gens travaillent déjà beaucoup, on leur rajoute une charge en plus qui est complexe. Les outils sont aussi, pour le moment, assez peu spécifiques. En tout cas, moi, de ce que j'en ai vu, par exemple, sont peu adaptés à l'économie du court-métrage, par exemple, ou à des économies plus restreintes. Ça va tendre à s'améliorer, sans doute, mais ça va quand même dans la bonne direction, où les gens commencent à y penser de plus en plus. Aujourd'hui, c'est des sensibilisations. Peut-être que dans quelques années, il y aura des cours beaucoup plus concrets là-dessus, mais c'est un premier pas, en tout cas, pour des jeunes producteurs, je trouve. C'est un premier pied à l'étrier, quoi, là-dedans. Et du côté animation, où est-ce que vous en êtes? Puisque finalement, ça va arriver au printemps. Est-ce qu'il y a déjà eu des décisions? Qui va gérer ça? Comment? Juste pour rebondir sur ta question, pour moi, le frein principal, c'est l'énergie. C'est l'énergie que tu arrives à y mettre. Parce qu'on parle d'une énergie à l'instant T, donc toi, tu motives tes troupes, tu fais ton truc, tu as très peu de financement, donc tu prends sur ta trésorerie, tu fais tes machins, etc., pour un objectif qui est universel, éternel. C'est un énorme truc que changer la planète quand même. Mais toi, ça te demande une énergie dont tu as du mal à palper. Par exemple, tu dis, ouais, pour mes enfants, ça sera bien. Mais bon, ça reste assez hypothétique tout ça. Mais toi, ça te demande une énergie de fou furieux à l'instant T pour un truc dont tu n'arrives pas à mesurer le résultat. Et c'est ça qui est assez dur, en fait, qui demande beaucoup d'engagement et de morale, dans les deux sens du terme de morale. Et donc, oui, là, le CNC va obliger. Je ne sais pas sincèrement ce que ça va donner, cette obligation. Je ne sais pas si je connais mal le tournage en image réelle, mais je ne sais pas si ça va vraiment contraindre tant que ça ou si on va réussir à chanter des trucs. Je souhaite que non. Nous, ça fait des années qu'on est là-dedans, donc machin. Mais vraiment, c'est beaucoup d'énergie. Tu sais ce que c'est, quoi. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour un résultat quasiment impalpable. Quasiment, on va dire, on te dit toujours qu'il y a quand même la montée d'océan, on te dit toujours que la Terre se réchauffe. Tu dis, mais à quoi ça sert que je fasse ça? Mais il faut continuer. On continue. Est-ce qu'éventuellement, il y a des retours sous d'autres formes? Peut-être des incitations financières? Est-ce que, par exemple, ça a pu vous aider à vendre des projets plus facilement? Non, mais ça aide à avoir des graphistes. Ça peut aider à avoir les meilleurs. Pas les meilleurs, en tout cas ceux qui nous correspondent. C'est-à-dire que pour certains graphistes, en tout cas il y a encore un an, il y avait cette idée on va bosser chez Supamonks parce qu'ils sont connus pour ça. Ils sont connus pour être cool et pour se déguiser le jeudi. Et ils sont connus pour faire des films un peu chouettes. Et ils sont connus parce que c'est important pour eux, l'éco-responsabilité. Et donc ça nous a aidé quand même à capter une audience de travailleurs. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui en fait, si tu vas sur LinkedIn, tout le monde est open to work. Donc tout le monde est prêt à bosser, même des seniors de chez seniors qui cherchent du taf ou qui rentrent des États-Unis parce que c'est pas tant la panacée, qui rentrent du Canada parce que c'est une catastrophe au Canada. Donc
c'est plus tant que ça un truc, c'est plus vraiment porté par les dirigeants de la boîte. On est 3, Zwib, Julien et moi. On est vraiment motivé par ça. Moi, parce que je m'y suis mis, Julien, parce que c'est dans sa famille depuis toujours, et Zwib, parce qu'il est survivaliste et qu'il croit qu'on va tous mourir et que voilà. Mais donc chacun a sa motivation propre. En tout cas, il se trouve qu'on se retrouve autour de ça, les 3 dirigeants de la boîte. Donc on essaie d'impulser. Mais comme je te disais, demain Coca-Cola arrive, on leur fera leur film. Ou Total Energy, on leur fera leur film. D'ajouter un truc, je ne sais pas si tu as... je suis d'accord avec toi. Bon, alors ça n'a jamais, je crois, malheureusement, mais en tout cas pour l'instant, aidé à vendre un projet. Moi, les artistes qui bossent au studio, il y en a la moitié qui bossent chez nous à Oulala parce qu'on défend des valeurs qui leur correspondent, et la moitié qui s'en contrefiche aussi. Et ça, je trouve que tu parlais de l'énergie que tu mets dans ces questions-là, mais c'est épuisant. Et nous ça m'est arrivé au studio, par exemple, quand on a travaillé sur le guide de l'animation éco-responsable. Donc c'est un travail qu'on a mené pendant 1 an, je crois. Enfin, c'était long. Et pour ceux qui ne savent pas ce dont je parle, le guide de l'animation éco-responsable, c'est un PDF accessible à absolument tout le monde, téléchargeable, et c'est 150 fiches pratiques de petites et grandes actions à mettre en place au sein de sa structure pour essayer de produire un peu plus éco-responsablement. Et donc, on a fait une restitution au studio du guide à destination des artistes. Donc, c'était, je précise, il y a 1 an et demi, donc avant phase compliquée de l'animation qu'on est en train de traverser. Les artistes n'ont pas du tout compris. Je ne sais pas si tu as été confronté, toi, à ça, mais franchement, c'était hyper violent pour nous qui avions envie justement de les embarquer dans ces sujets-là. Et en fait, c'était des espèces de levées de boucliers de « non mais attendez, vous êtes en train de nous dire que… » Parce que, je vous donne un exemple un peu bête, réduire le chauffage dans les studios. Bon. La réaction première, ça a été « attendez, vous voulez réduire nos conditions de travail, on va avoir froid, c'est sur nous que vous voulez… c'est sur nous que vous voulez taper, quoi. » Et ça, des fois, je ne sais pas si vous y avez été confrontés, j'imagine que oui quand même, mais c'est violent. Bon. Et donc, je pense qu'il y a une grosse pédagogie, et tu parles de l'énergie passée sur ces sujets-là, elle est à passer sur ces sujets-là, et il y a l'énergie d'après, où il faut se remobiliser pour communiquer bien aux gens avec qui on travaille, en fait, pour embarquer tout le monde, et ça, c'est l'espèce de second temps, je trouve, qui est ouais, énergivore aussi. Et ce type de réaction, tu m'avais dit, ça avait aussi induit une certaine automodération, puisque notamment vous avez une action avec un food truck végétarien. Et tu m'expliquais que l'idée, c'était de ne pas forcer les gens à changer de régime alimentaire, mais plutôt de faire une alternative. En fait, tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a quand on a fait notre bilan carbone, on s'est rendu compte que 70% de nos dépenses carbone, entre guillemets, reposaient sur les salariés, donc à savoir à peu près par équivalente, leur moyen de transport pour venir et partir du studio et ce qu'ils mangeaient à midi. Bon, déjà, comment on en est arrivé à ce chiffre-là, c'est qu'en fait, on a fait un formulaire qu'on a fait circuler dans tout le studio. On a demandé à toutes les personnes d'y répondre, de dire s'ils mangeaient 2 fois par semaine, de la viande rouge et 3 fois par semaine de la viande blanche. Et les gens déjà se sont sentis très… et je comprends, je partage cette sensation, se sont sentis très questionnés dans leur intimité, dans leur choix personnel.
Mais bon, on en a aussi déduit des choses, comme tu dis. Et par exemple, une des actions qu'on est en train de mettre en place avec la cartouche verte dans la cartoucherie, c'est qu'on veut faire venir un food truck qui vient en complément à l'offre de restauration locale, qui est un food truck, bon, évidemment local, et qui soit végétarien, en fait, qui vienne une fois par semaine, qui soit végétarien et que ce soit pas un sujet, le fait que ce soit un food truck végétarien. Juste, voilà, on est en train de mettre en place cette nouveauté. Ça va être trop cool parce que ça va être trop bon. Et vous êtes en train de manger végétarien et ça vous fait manger végétarien un jour de plus pendant la semaine et c'est très bien pour la planète. Bon. Et plus globalement, il y a un espèce de paradoxe, puisque tu disais tout à l'heure que tout ça, ça a démarré avec les jeunes artistes qui rentraient dans les studios. Et là, finalement, on a un peu le sentiment que toutes ces démarches sont gérées à la tête des studios et pas forcément par les artistes. Est-ce que c'est parce que c'est le système de l'intermittence qui renouvelle et qui fait que c'est plus difficile? Ou est-ce qu'il y a un autre blocage à ce niveau? Non, je crois qu'il y a des vagues générationnelles et que peut-être qu'au début des années 2010, il y a eu une vague générationnelle qui était très concernée. Peut-être que maintenant ils le sont un peu moins, ou alors ils le sont chez eux et ils estiment que dans le cadre du travail, c'est pas eux de se préoccuper de ça, mais c'est la direction. Moi, je crois que là où ça sera coercitif, et je ne voudrais pas dire des mots plus que je regretterai, mais je pense que c'est quand les employés seront vraiment... alors on peut dire mobiliser, incorporer, machin, mais moi je crois que c'est... j'ai du mal à dire ce mot, mais pénaliser. C'est-à-dire qu'un employé qui laisse son écran allumé le soir, alors qu'on lui a dit 12 fois d'éteindre son écran, ben, si sur sa fiche de paye il a 5 € de moins, je pense qu'il éteindra son écran. Et le problème, c'est que naturellement, toutes les mesures de l'État, etc., vont vers la direction, puisque c'est la direction qui prend les décisions. Mais elle pourrait aussi, et quand la direction essaie de les rebasculer vers les employés, on peut se retrouver avec des levées de boucliers. Mais en fait, tant que il faut être un méga super dirigeant trop fort pour arriver à embarquer toute une équipe sur des trucs du genre va pas me foutre ta canette de coca avec les pots de banane. Parce que moi, je retrouve encore des canettes de coca avec des pots de banane et je dis putain, il y a 3 poubelles, c'est écrit dessus, quoi. Mais il y a des gens qui s'en foutent. Et tant que, malheureusement, je suis désolé, et je ne sais pas si je suis pas un peu fasciste en disant ça, mais bon, j'assume ça. Tant qu'il n'y aura pas un côté coercitif auprès des employés, avec des pénalités, quoi. On aura du mal sur la simple bonne volonté, à arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Et en même temps, ça peut peut-être se contourner. Ce qu'on a vu dans certains studios, c'est notamment avec du système de badge. Et quand tout le monde est parti, automatiquement, ça coupe les écrans, ça coupe les machines. Oui, alors je te parle des écrans. Nous aussi, on a mis en place un truc qui fait que ça coupe les écrans. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je te donne un exemple des écrans. Mais c'est des conneries. C'est juste que tu jeter des trucs dans la bonne poubelle. Tu as une chasse d'eau qui coule. Et se dire, tiens, j'ai peut-être informé quelqu'un que la chasse d'eau coule. Enfin, tu vois, des trucs vraiment basiques, tu vois, d'être humain, quoi. Et j'en sais rien, où je vais pas venir en moto, alors que parce que je kiffe faire de la moto, je mettrais 10 minutes de plus en transport en commun, je serais un peu serré, un peu quiché contre les gens, mais ça, tant que tu ne diras pas aux gens, écoute, si tu viens en moto, je suis désolé, mais je peux pas te laisser rentrer, ou tu vas te prendre une pénalité. Et c'est pas moi, c'est l'État. Parce que quand c'est toi, bien sûr, tu es un patron pas terrible. Je suis assez pessimiste là-dessus, sur la capacité à mobiliser tous les gens sans taper au porte-monnaie. Est-ce que du coup, ce raisonnement s'appliquerait aussi aux studios dans leur ensemble avec les contraintes du CNC qui sont pour le moment juste de faire un bilan carbone, mais pas forcément de diminuer l'empreinte carbone? Il faut que ça s'applique au studio, mais le problème c'est que le studio, comme tu ne peux pas contraindre tes employés tu peux pas les contraindre physiquement ou tu peux même pas baisser leur salaire, c'est pas possible, ça n'existe. En tout cas en CDI tu ne peux pas baisser un salaire, en CDD ou CDDU tu peux, mais alors ils vont aller bosser ailleurs. Tant qu'il n'y aura pas une forme de cette chose-là, ça paraît... moi j'ai peur que ce soit pas complètement un succès absolu et total. Et comme tu disais, ce qui est hyper intéressant, en revanche, c'est sensibiliser au fait que
si tu manges un steak, si tu manges 2 steaks dans la semaine, c'est pire que de griller 3 pleins de voitures, quoi. C'est un truc de ouf, les steaks, la viande rouge. Et nous, on a mis des petites affichettes partout avec le truc, si tu manges juste ton bilan carbone, si tu manges du steak, du poisson ou végétarien, etc. C'est la folie. Comment tu vois, juste en réduisant ta masse de steak, tu réduis ton bilan carbone. Et pourtant, tout le monde se fait des gros steaks. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Un peu désespérant parfois. Maxime, peut-être une petite réaction en tant que futur employé. Qu'est-ce que tu penses de... En fait, sur tout ce qui est pénalisant, en tout cas le point de vue que j'en ai, c'est que c'est aussi à quel niveau ça va toucher par exemple à la création et au processus de création. Justement, si c'est une vraie question, comment on intègre les auteurs à cette question, les processus. Est-ce que, par exemple dans le cas d'un film, est-ce qu'un film on l'écrit et on le développe et après on réfléchit aux outils qu'on met en place pour que le film soit le plus éco-compatible possible? Est-ce que c'est maintenant des projets qu'il faut intégrer dès le départ dans la création? Moi j'ai un exemple personnel avec la société de prod de court-métrage que j'ai. On développe un projet en Arménie avec un auteur franco-arménien qui devrait se tourner cet été. Et donc voilà, les enjeux qui se posent, c'est est-ce qu'on prend l'avion? Est-ce qu'on est 15 personnes à prendre l'avion jusqu'à Erevan avec évidemment en faisant exploser tout? Est-ce que ce qu'on peut mettre en place sur place et ici pour compenser, ça a vraiment un sens en termes d'échelle? Voilà, il y a toutes ces questions-là. Après, sur la question de contraindre, de pénaliser, je sais pas, je sais qu'il y a pas mal d'initiatives qui se font dans l'autre sens. Par exemple, on a une prime quand on vient en vélo, on a des primes quand on utilise des choses, etc., qui sont peut-être des méthodes plus douces et plus faciles. Après, sans doute que le renouvellement générationnel va aussi aider. Les générations sont de plus en plus concernées par ces questions. Je pense que quelqu'un qui aurait été à ma place ici il y a 20 ans aurait dit que c'est des choses complètement différentes, sans doute. Et sans doute que les générations qui arriveront 10 ans après moi le seront encore plus. Du coup, c'est un peu ce que ça vaut. Tu parlais du forfait mobilité durable. Nous, c'est un truc qu'on a mis en place, par exemple, et ça marche. Il y a des gens qui m'ont dit « Marion, j'ai changé, tu peux me le mettre maintenant, je viens en vélo parce que tu as mis ça en place. » Bon, c'était pour finir sur une note positive quand même. Une dernière petite question, et ensuite on va passer aux questions-réponses avec la salle. Peut-être plutôt pour vous deux, la question des IA génératives arrive très rapidement. C'est de la techno qui est très gourmande à entraîner en termes de bilan carbone, puisque l'entraînement se fait en plus pas forcément en France, donc c'est avec des énergies pas forcément décarbonées. C'est aussi des choses qui sont potentiellement difficiles à intégrer dans un calcul de bilan carbone. Comment est-ce que vous voyez ça et quelle est un peu la température dans l'industrie? C'est des sujets chauds. Hein. Ouais, moi je sais pas. Honnêtement, je le regarde d'assez loin. Je trouve qu'effectivement, c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. C'est bien qu'on fasse remonter ces données-là. Mais l'IA générative, je sais pas si. Moi, je regarde plutôt l'IA pas générative justement, mais je sais pas si. Tu as ouvert la boîte de Pandore parce que là, on est reparti pour un petit moment. On a Flavio qui est quand même un des meneurs du chapitre SIGGRAPH Occitanie qui pourrait nous en parler mieux que moi. Nous, ce que je sais, c'est que moi ça m'inquiète beaucoup. Nous, l'IA, pour l'instant, on s'en sert avec. On est en train de développer notre propre outil, en fait, qui est qu'on va faire une saison 3 d'une série dont on a déjà fait 2 saisons. Il y a déjà 1200 décors qui existent. Donc, plutôt que de fabriquer des décors par des graphistes pour baisser les coûts, pour être plus rentable, parce qu'aussi la chaîne nous baisse les coûts en saison 3, nous baisse les financements en saison 3. On va mettre dans une bécane ces 1200 décors et pouvoir prompter en disant je veux un décor, mais de montagne, mais à la manière de ces 1200 décors que tu as déjà dans le ventre. Voilà. Après, franchement, je ne suis pas du tout une bonne personne pour parler de l'IA générative. Ce qu'elle coûte sur le plan carbone, je crois que c'est assez sale. Sur le plan humain, c'est assez sale aussi. Après, peut-être que par d'autres côtés, ça fera gagner, ça fera économiser aussi.
Je sais pas, j'ai des doutes, mais par exemple, je sais que nous, on fait toute une série en ce moment qui s'appelle Les métiers sur Unreal. Unreal, donc qui rend les images en temps réel plutôt qu'en précalculé. On te dit que, vu que c'est pas du précalculé, c'est du temps réel, c'est beaucoup plus clean en termes écologiques. Et en même temps, combien de fois on relance les calculs? On les relance, on les relance, on les relance, on les relance. Donc on verra à la fin. Il semblerait que ce soit un peu plus clean quand même. Mais voilà, le truc, il n'est pas non plus, c'est pas le, je sais pas comment dire. Oui, c'est pas la révolution, quoi. C'est pas la révolution. Et l'IA, franchement, moi, j'inviterai Flavio à parler parce que c'est quand même le spécialiste français du monde. Du coup, on va passer aux échanges avec la salle. Flavio, si tu as une question ou une remarque. Je peux juste rebondir par rapport à ce qui a été dit aussi de cet engagement personnel finalement qui est nécessaire à plein de niveaux et qu'on retrouve aussi dans l'IA parce que il y a des calculs à faire. Est-ce que le fait d'avoir entraîné mon modèle sur des décors et que je peux générer des décors en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines de temps de déplacement de gens, de machines qui tournent pour faire les décors et tout ça, ça a un impact positif ou pas? Il faudra pouvoir mettre dans le processus de calcul l'entraînement, qui n'est pas juste l'entraînement des 1200 décors, mais puisque c'est basé sur un modèle qui est déjà existant et qu'on étend. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je rejoins un peu les inquiétudes qu'il peut y avoir sur... il y a un peu d'écho. Les inquiétudes qu'il peut y avoir sur l'engagement personnel des gens. Et ça... il y a un côté éthique qu'on voit déjà très, très balayé par ceux qui promeuvent l'IA aujourd'hui, qui n'ont rien à foutre du copyright, hein, par exemple, dans les différentes problématiques. Donc, s'ils s'en foutent du copyright, je m'en dis qu'ils s'en foutent aussi un peu du bilan carbone de leur projet. Et ça c'est très questionnant. Oui. Et on en parlait tout à l'heure aussi. Moi, je suis assez convaincu qu'il faut pouvoir imposer par la loi un certain nombre de choses. Sinon, l'autorégulation, j'y crois pas. Enfin, c'est à un moment donné où il faut imposer, sinon... mais il faut l'imposer, effectivement, on est dans un marché global, donc il faut arriver à l'imposer de façon solide, et ça peut pas être juste un pays. Même si c'est juste l'Europe, ça suffit peut-être même pas, mais il faut avoir une approche plus globale. Et là, aujourd'hui, on a vu les priorités ont l'air de shifter à nouveau. Ce qui est un vrai problème. Enfin, on le voit que quand on a des acquis sur un certain nombre de sujets, c'est des acquis qui sont très très limités dans le temps et qu'il faut continuer à se battre pour y arriver, mais on déborde sur des sujets beaucoup plus larges là, effectivement. Que dire à partir de là effectivement, le jouet à la carotte proposé. Nous aussi, on a des primes chez nous et ça a bien fonctionné. Les primes sur le déplacement. Mais on ne peut pas jouer au bâton. Alors peut-être qu'on ne peut plus jouer à la carotte, je ne sais pas. Il faudra voir. On peut jouer à la carotte, mais parfois il y a des comportements qui nécessitent peut-être un peu le bâton. Et quand tu vois que des gens qui agissent en n'en ayant rien à carrer, tu as fait du mal de leur dire ça serait bien que tu en aies quelque chose à carrer, je te donnerai quelques euros en plus. Tu vois. C'est juste, tu as envie de lui dire, mais secoue-toi, quoi. Et fais des choses bien et sois un bon être humain. Et voilà. Donc, une carotte, c'est toujours un bâton déguisé. Une autre question, peut-être ? Alors, du coup, je vais reposer une question qui est peut-être plus trop d'actualité. Tu avais évoqué au Satis, il y a 2 ans, je crois, une idée un petit peu iconoclaste d'agir sur les volumes de production. Oui, et je l'avais évoqué, il y avait Cécilia de Cybergroup Studio à côté de moi, et qui avait beaucoup de volume, et voilà, qui n'est pas en super forme, là, en faisant beaucoup de volume. Moi, je serais pour limiter, je pense qu'on a suffisamment produit. D'ailleurs, les plateformes le font, ils l'ont compris. Hein. On a suffisamment d'images, on a suffisamment... Moi, je ne connais rien au cinéma roumain des années 40, je le confesse. Et ben, je pense qu'il doit y avoir 500 films que je pourrais me faire de cinéma roumain des années 40 et qui m'apporteront sûrement beaucoup. Et donc, je pense que ça y est, on est peut-être arrivé à un stade
On peut être plus frugaux en termes de fabrication, faire moins de programmes, faire des meilleurs programmes, faire des programmes avec une valeur ajoutée éducative, faire des programmes avec une valeur ajoutée telle que nous on le sent tous, quoi, des trucs, des bonnes choses, quoi, et qu'on n'a plus besoin de produire, d'alimenter la machine, qu'on a assez de matière en fait. On a vraiment assez de matière, je pense. On a l'impression que tout se recycle dans la vie en commençant par l'eau, mais que nous, dans notre industrie, on est foutu de se dire, ça y est, on est arrivé à un stade où commençons à recycler les vieux films. Allons voir des vieux films, allons voir du Cassavetes, allons voir du Capra, allons voir du Mankiewicz, allons voir des Miyazaki, des vieux dessins animés japonais, allons voir. Refaisons-nous tout Dragon Ball, tout machin. On en a pour un moment, on en a pour plusieurs vies. Donc ça sert peut-être à rien de produire pour produire, mais de produire juste et bien. Voilà, des choses qui vont améliorer le ratio bonne œuvre, mauvaise œuvre. Est-ce que tu vois ça comme un vœu ou est-ce que du coup tu serais pour une modulation des ZCNC peut-être au-delà d'un certain volume de production? Ouais, pourquoi pas. Moi je pense aussi, pas forcément par rapport à ce que... Il n'y a pas de vraie prime, enfin il y en a une, si. Mais bon, par rapport au contenu, ce que ça raconte, est-ce que ce que tu produis va améliorer le CNC, c'est ce que tu produis va créer de l'emploi, premier point, ok, super important. Est-ce que tu produis va aussi un peu améliorer l'humanité? Mais c'est hyper difficile à estimer parce qu'on ne juge pas tous l'amélioration, par le même biais, l'amélioration de l'humanité. Mais nous, en tout cas, on s'applique. Encore une fois, je dis, s'il y a une pub Coca-Cola qui arrive, on la prend parce qu'il faut bien bouffer. Mais on s'applique dans nos productions déléguées, donc que ce soit Pompon Ours, que ce soit bande de sportifs, que ce soit les métiers en ce moment qu'on fait une série ludo-éducative, à faire des séries qui ont une valeur ajoutée éducative, quoi. Il y a un truc bien, un truc qui véhicule des belles valeurs, le vivre ensemble. Et après, il faut aussi des séries où ça se bastonne, il faut aussi des séries où on prend du kiff et tout, machin de ouf. Mais il faut peut-être trouver des équilibres, quoi. Mais bon, ça c'est... En effet, comme tu disais, c'était un peu utopique, je ne sais pas quel mot tu as employé, mais il était juste. Ok. Ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Merci à vous trois.